Quatrième partie, une leçon de la destinée. Chapitre 26. Le défi suprême, ce que chacun peut faire individuellement. De l'étincelle jaillit la flamme. Dante. Il savait qu'il devait les arrêter. Avec seulement 800 $ en poche, Sam Labud a traversé la frontière. Il s'est posté sur les quais d'Ensenada, au Mexique, et a tenté sa chance. Armé d'une caméra vidéo pour capter des souvenirs inoubliables de son excursion, il s'est fait passer pour un touriste américain naïf et a offert ses services comme matelot ou comme ingénieur au capitaine de tous les bateaux qui accostaient dans le port. Après quelque temps, il fut embauché par le capitaine du Maria Luisa comme membre d'équipage temporaire. Comme le bateau panaméen quittait la côte mexicaine, Labud commençait à filmer en secret les activités de l'équipage. Il savait que s'il était découvert, sa vie serait en danger. Puis, le bateau a été entouré de dauphins, que plusieurs considèrent comme des animaux très intelligents. Ils se sont mis à sauter et à tourner autour du Maria Luisa. De nature amicale, les dauphins s'étaient approchés du bateau sans savoir qu'ils couraient à leur perte. En effet, les pêcheurs suivent ces animaux car ils savent que les bancs de thon nagent au-dessous de ces animaux enjoués. Par un calcul diabolique, ils ont jeté leurs filets devant les dauphins sans se préoccuper de ce qui leur arriverait. Pendant les 5 heures qui ont suivi, Labud a filmé le carnage. L'un après l'autre, les dauphins se sont pris dans les filets, d'où ils étaient incapables de se libérer pour aller respirer à la surface. À un moment donné, le capitaine s'est mis à crier « Combien y en a-t-il dans les filets ?» En se tournant pour capter les images du massacre, Labud a entendu un matelot répondre « Environ 50 !» Puis, le capitaine a donné l'ordre à l'équipage de remonter les filets. Plusieurs dauphins gisaient étouffés sur le pont glissant pendant que les membres de l'équipage les séparaient du thon avant de rejeter leurs cadavres à la mer comme de vulgaires déchets. Le document vidéo de Labud prouvait hors de tout doute ce que d'autres dénonçaient depuis plusieurs années. Des centaines de dauphins étaient tués au cours d'une expédition de pêche d'une seule journée. On estime que plus de 6 millions de dauphins ont été tués au cours des 10 dernières années seulement. Labud a fait un film de 11 minutes avec cette vidéo, dont le réalisme brutal a choqué les spectateurs. Il exposait sans détour la cruauté que subissent ces créatures intelligentes et affectueuses avec lesquelles nous partageons la planète. Un à un, des milliers de consommateurs outrés ont cessé d'acheter du thon. Ils ont ainsi lancé un boycott qui n'a cessé de s'amplifier à mesure que les médias diffusaient les images du film. En 1991, 4 ans seulement après le tournage du film de Labud, Starkist, la plus grande conserverie de thon au monde, annonçait qu'elle n'utiliserait plus la méthode de pêche à la seine pour capturer les thons. Quelques heures plus tard, Chicken of the Sea et Bumblebee Seafood, 2 autres conserveries de thon, faisaient une déclaration semblable. Bien que la lutte ne soit pas terminée, les nombreux bateaux de pêche étrangers, qui ne sont pas soumis au règlement américain, tuent 6 fois plus de dauphins que les bateaux américains ne le faisaient auparavant. On peut affirmer que le séjour de Labud sur le Maria Luisa a été l'élément déclencheur d'une réforme en profondeur de l'industrie américaine des pêcheries et a sauvé la vie d'un nombre incalculable de dauphins, procurant un certain équilibre dans l'écosystème marin. Chaque homme est une impossibilité jusqu'à ce qu'il naisse, à Ralph Waldo Emerson. Beaucoup de gens se sentent impuissants devant les problèmes sociaux et la politique mondiale. Ils ont le sentiment que, même s'ils mènent une vie exemplaire, leur bien-être est à la merci des actes posés par d'autres. Ils se sentent assaillis par les guerres de gangs et par la violence. Ils ne savent que penser de l'ampleur des déficits gouvernementaux et de la crise sociale. Ils sont attristés par l'analphabétisme et le problème des sans-abri. Ils sont dépassés par le réchauffement de la planète et la disparition irrémédiable des autres espèces qui la peuplent. Même si je mettais de l'ordre dans ma vie et celle de ma famille, qu'est-ce que cela changerait ? Il suffit qu'un dément appuie sur le mauvais bouton pour tout faire sauter. Ce genre de système de croyance engendre chez les gens le sentiment d'être dépassés et impuissants devant la vie et les convainc qu'ils sont incapables de susciter des changements significatifs autour d'eux. Cette attitude mène naturellement à un pessimisme chronique et à une impuissance acquise qu'on peut résumer par « pourquoi essayer ?» Rien n'est plus démoralisant et paralysant que l'impuissance acquise. En effet, c'est le principal obstacle qui nous empêche de changer notre vie ou d'agir pour aider les autres à changer la leur. Les personnes qui ont lu ce livre jusqu'ici connaissent bien mon message. Vous avez en vous le pouvoir de contrôler votre façon de penser, de sentir et d'agir. Peut-être est-ce la première fois que vous avez enfin le pouvoir de contrôler le plan directeur qui vous a guidé jusqu'à présent sans que vous vous en rendiez compte. Grâce aux stratégies que vous avez apprises dans ce livre-ci et aux exercices que vous avez faits, vous avez maintenant la conviction
que vous êtes véritablement l'artisan de votre destin, le maître de votre destinée. Ensemble, nous avons découvert le pouvoir gigantesque qui façonne la destinée, les décisions. Et nous avons appris que les décisions que l'on concentre sur ce qui nous est important, sur le sens des choses et sur ce qu'il faut faire, sont celles qui déterminent la qualité de notre présent et de notre avenir. Le moment est maintenant venu d'examiner les décisions collectives qui façonneront l'avenir de notre société, de notre pays et du monde dans lequel nous vivons. La qualité de la vie que nous transmettrons à nos descendants dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui sur des questions comme la consommation de drogue, les déséquilibres commerciaux, l'inefficacité de notre système d'éducation et les défauts de notre système pénitentiaire. En nous concentrant uniquement sur ce qui ne fonctionne pas, nous ne voyons que les effets et n'avons aucune perspective sur les causes de nos problèmes. Nous ne comprenons pas que ce sont les petites décisions que vous et moi prenons tous les jours qui façonnent notre destinée. N'oubliez pas que toute décision entraîne des conséquences. En prenant des décisions irréfléchies, c'est-à-dire en laissant d'autres personnes ou d'autres facteurs de notre environnement nous influencer, et en agissant sans penser aux conséquences de nos actes, nous pourrions perpétuer sans le vouloir les problèmes que nous craignons le plus. Nous risquons de pâtir longtemps de décisions qui visent justement à éviter la souffrance à court terme. Puis, avec le temps, nous nous convainquons que nos problèmes sont permanents, impossibles à surmonter et qu'ils font en quelque sorte partie de notre vie. Beaucoup de gens commettent l'erreur de croire que seule une force surhumaine peut résoudre leurs problèmes. Rien n'est plus faux. La vie est un phénomène cumulatif. Ce que nous faisons de notre vie est le résultat d'une foule de petites décisions que nous prenons individuellement, en famille, en tant que collectivité, comme société et même en tant que genre humain. Malgré les apparences parfois trompeuses, le succès ou l'échec de notre vie ne tient pas, en général, à un cataclysme ou à une décision unique qui renverse le cours. Au contraire, il dépend des décisions que nous prenons et de ce que nous faisons quotidiennement. De la même manière, ce sont nos décisions et nos actes quotidiens individuels, de même que la responsabilité qu'assume chacun de nous, qui font une véritable différence dans la société et qui déterminent si nous pourrons prendre soin des démunis et apprendre à vivre en harmonie avec notre environnement. Pour provoquer des changements importants dans notre destinée tant individuelle que collective, nous devons absolument avoir la volonté de nous améliorer constamment en pratiquant la discipline que j'ai appelée Kani et que vous connaissez déjà. C'est notre seule façon de faire une différence à long terme. La solution suprême. Quel est, d'après vous, l'élément commun de tous les problèmes auxquels nous devons faire face aux États-Unis et dans le monde ? Que ce soit le nombre grandissant de sans-abri, la hausse du taux de criminalité, l'augmentation des déficits ou la destruction de l'environnement, chacun de ces problèmes a été causé ou déclenché par un comportement humain. On peut donc conclure que leur solution réside dans une modification de ce comportement. Pour ce faire, nous devons changer notre façon d'évaluer une situation et de prendre des décisions, sujet qui occupe entièrement le présent ouvrage. Nous n'avons pas de problème de drogue. Nous avons un problème de comportement. Les grossesses chez les adolescentes ne sont pas causées par un virus, elles proviennent d'un comportement bien précis. Les guerres de gangs aussi sont un problème de comportement. En dernière analyse, même la guerre atomique est un problème de comportement. Par nos décisions, on peut construire ou détruire des bombes. Tous ces problèmes proviennent de ce qu'ont décidé de faire certaines personnes. Ainsi, lorsqu'un jeune devient membre d'un gang, cette décision, à elle seule, entraîne une série de comportements et de problèmes. En s'identifiant à son nouveau gang, il respecte un code d'éthique particulier qui privilégie des valeurs comme la fidélité envers le groupe, laquelle est assortie d'une série de règles et de comportements. À l'échelle mondiale, ce sont nos décisions à long terme qui sont responsables des famines chroniques et des pénuries de vivres qui causent tant de décès partout dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé a prouvé qu'il serait possible de nourrir chaque homme, femme et enfant partout dans le monde. Et pourtant, 40 000 enfants meurent de faim chaque jour. Pourquoi ? De toute évidence, nous avons les ressources nécessaires, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non seulement dans la distribution des vivres, mais aussi dans la façon d'utiliser les ressources alimentaires. Quelle leçon peut-on tirer de tout cela ? Eh bien, une fois que nous avons compris que la ressource de tous nos problèmes réside dans un comportement, et par conséquent dans une décision de notre part, nous savons que nous seuls pouvons apporter les changements qui s'imposent. Comme vous l'avez appris en lisant ce livre, la seule chose que nous contrôlons entièrement est notre monde intérieur. C'est nous qui décidons du sens des choses et de la portée de ce que nous faisons.
une fois nos décisions prises, tout ce que nous faisons a des conséquences sur notre entourage. Chacun d'entre nous peut agir à la maison, au travail ou au sein de la collectivité, de sorte que cela déclenche une série de réactions positives. Nos actes révèlent nos valeurs et nos croyances les plus profondes. Grâce au rayonnement des médias occidentaux partout dans le monde, même le geste le plus banal peut influencer des personnes de tous les peuples. Si cela vous semble encourageant pour la race humaine, vous vous demandez peut-être comment une seule personne peut-elle vraiment faire une différence dans le monde ? De n'importe quelle façon. Votre imagination et votre volonté sont les seuls facteurs qui en limitent l'impact. L'histoire de l'humanité n'est que la chronique d'événements résultant de décisions d'un petit nombre de personnes ordinaires. Celles-ci ayant la volonté inébranlable de changer le monde. Ces personnes ont fait de petites choses, mais exceptionnellement. Elles ont décidé qu'il fallait que les choses changent, qu'elles devaient les changer et qu'elles pouvaient le faire. Puis, elles ont trouvé le courage de persévérer, jusqu'à ce qu'elles trouvent la solution à leurs problèmes. Ces hommes et ces femmes sont ceux que nous appelons des héros. J'ai la conviction que vous et moi, ainsi que toutes les personnes que nous rencontrerons dans notre vie, sommes capables d'héroïsme, d'actes nobles, audacieux et courageux pour améliorer le sort de nos semblables, même si ces actes semblent nous désavantager à court terme. Vous avez déjà en vous la capacité de faire le bien, de prendre position et faire une différence dans le monde. Mais, lorsque viendra le moment, aurez-vous le courage d'agir en héros et de vous oublier au profit de ceux qui sont dans le besoin ? C'était involontaire, ils ont coulé mon bateau. John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'on lui a demandé comment il était devenu un héros. Beaucoup de gens cherchent à éviter le moindre problème ou le moindre défi. Pourtant, c'est en surmontant les difficultés que se forme notre caractère. Nombreux sont ceux qui ignorent leur nature héroïque jusqu'à ce qu'un événement exceptionnel les oblige à se dépasser parce qu'ils n'en auront pas eu le choix. La prochaine fois que vous vivrez une situation difficile, prenez la décision de faire une différence et agissez, même si votre geste vous paraît insignifiant sur le moment. Qui connaît les réactions que vous pourriez déclencher ? Identifiez-vous à un héros et vous agirez en héros. Pour beaucoup de gens, l'héroïsme de Mère Teresa est un trait de caractéristique inné. Ils présument qu'elle est une femme d'une grande spiritualité qui s'est toujours distinguée par sa volonté de soulager les pauvres. Sans nier l'extraordinaire courage et la grande compassion de Mère Teresa, force est de constater qu'elle aussi a vécu des moments décisifs qui ont déterminé son rôle dans le monde. Mère Teresa n'a pas toujours été l'apôtre des pauvres. En effet, pendant plus de 20 ans, elle a enseigné aux enfants les plus riches de Calcutta, en Inde. Pendant tout ce temps, elle a négligé les bidonvilles qui entouraient les quartiers huppés où elle travaillait, ne s'aventurant jamais hors de sa petite sphère d'influence. Une nuit, alors qu'elle marchait dans la rue, elle a entendu une femme l'appeler au secours. Lorsque cette femme mourante est tombée dans ses bras, la vie de Mère Teresa a changé pour toujours. Se rendant compte de la gravité de son état, Mère Teresa a emmené la femme à l'hôpital où on lui a dit d'attendre. Convaincue que la femme mourrait si on ne la soignait pas immédiatement, Mère Teresa l'a transportée à un autre hôpital où on lui a encore demandé de patienter, car la femme était d'une caste moins élevée que les autres patients. En désespoir de cause, Mère Teresa a emmené la femme avec elle à la maison. Elle est morte dans ses bras au cours de la nuit. Pour Mère Teresa, l'heure de vérité avait sonné. Elle a juré que cela n'arriverait plus jamais à une personne qu'elle pouvait aider. Elle a pris la décision de consacrer sa vie à soulager les souffrances des pauvres et à les aider à vivre et à mourir dans la dignité. Elle s'est promis de faire tout en son pouvoir pour veiller à ce que ces personnes soient traitées avec l'amour et le respect dû à tout être humain. Que l'on fasse savoir à tous, amis ou ennemis, que le flambeau a été passé à une nouvelle génération d'Américains, nés en ce siècle, forgés par la guerre, disciplinés par une paix amère, et fiers de son héritage. Une génération qui refuse d'assister à l'érosion lente des droits humains que cette nation s'est engagée et s'engage toujours à défendre tant chez nous que dans le monde. Que chaque pays ami ou ennemi sache que nous n'hésiterons pas, peu importe le prix à payer, à venir en aide à nos amis et à combattre nos ennemis au nom de la liberté. John Fitzgerald Kennedy. Aujourd'hui, l'idée même de l'héroïsme rebute bien des gens, sans doute à cause des nombreuses responsabilités que cela entraîne. Et puis, pense-t-il, de telles ambitions ne sont-elles pas égocentriques ? Tout héroïsme n'est-il pas faux, de toute façon ? Après tout, personne n'est parfait. Nous vivons dans une société qui non seulement ignore ses héros potentiels, mais méprise ceux qui s'illustrent. Nous fouillons leur vie privée, avec une fascination morbide, pour trouver la moindre faille dans leur armure. Nous finissons toujours par trouver quelque chose, sinon nous l'inventons. Au cours de toutes les campagnes électorales,
Les gens se plaignent de la stature des candidats tout en scrutant systématiquement le moindre écart de conduite dans leur vie passée, allant jusqu'à s'attarder au fait qu'un futur juge de la Cour suprême ait fumé de la marijuana quelques décennies auparavant. Si on jugeait les héros du passé selon les critères que nous employons aujourd'hui, nous n'aurions plus de héros. Les Kennedy et les King n'auraient pas survécu à la mentalité des journaux à potins d'aujourd'hui. Nous avons tellement peur d'être déçus que nous cherchons d'emblée le point faible. Si nous partons de l'idée que tous les héros sont des colosses aux pieds d'argile, c'est parce que nous croyons qu'il y a quelque chose de négatif en chacun de nous et que personne n'a l'étoffe d'un héros. Qu'est-ce qu'un héros pour moi ? Un héros, c'est une personne qui agit avec courage, même dans les circonstances les plus difficiles. Un héros, c'est une personne généreuse qui exige d'elle plus que les autres n'en attendent. Un héros, c'est un homme ou une femme qui défie l'adversité en agissant pour le bien malgré la peur. Un héros défie le bon sens des tenants du statu quo. Un héros, c'est toute personne qui veut offrir quelque chose à la société, toute personne qui veut donner l'exemple, toute personne qui vit selon ses convictions. Un héros élabore des stratégies pour arriver à son but. Il persévère jusqu'à ce qu'il l'atteigne, en changeant ses méthodes au besoin, et connaît l'importance des petits gestes répétés systématiquement. Un héros n'est pas un être parfait, car personne ne l'est. Nous commettons tous des erreurs, mais celles-ci n'invalident pas l'œuvre de toute une vie. C'est l'humanité, plutôt que la perfection, qui constitue l'héroïsme. Le problème des sans-abri. Sachant que brûle en chacun de nous l'étincelle de l'héroïsme prête à se laisser enflammer, comment nous attaquer à un problème social aussi gigantesque que celui des sans-abri aux États-Unis ? Pour réussir à résoudre ce problème, nous devons premièrement nous fixer des normes plus élevées. Nous devons décider, en tant que nation la plus riche au monde, que nous ne tolérerons plus que tant d'hommes, de femmes et d'enfants vivent dans des conditions aussi misérables. Quel est le pourcentage de la population américaine sans abri ? Lors de la rédaction de ce livre, les résultats du recensement de 1990 sur les sans-abri n'étaient pas encore connus. De par la nature du problème, les sans-abri n'ont forcément pas d'adresse. Il est difficile d'avancer des chiffres précis. En général, on estime qu'il y a au moins 3 millions de sans-abri aux États-Unis. C'est-à-dire qu'environ une personne sur 100 vit dans la rue ou dans les refuges. Ensuite, en deuxième lieu, nous devons modifier nos croyances. Il faut que nous cessions de croire que ces problèmes sont insolubles et qu'un individu ne peut rien faire pour contribuer à les résoudre. Pour sortir de cette impuissance acquise, il vous suffit de croire que vous pouvez faire une différence en tant qu'individu. D'ailleurs, toutes les grandes réformes ont été l'œuvre d'une poignée d'individus déterminés. Nous devons aussi cesser de croire que tous les sans-abri souffrent de troubles psychiques. Les statistiques ne sont pas très précises, mais on estime qu'entre 16 et 22% des sans-abri souffrent d'une forme ou d'une autre de maladie mentale. Si nous voulons vraiment aider ces gens, nous devons surmonter nos préjugés. C'est à cause de généralisations de cette nature au sujet des sans-abri que nous ne les aidons pas. Pourtant, on peut aider un grand nombre d'entre eux. Comment les gens peuvent-ils en arriver là ? Outre la maladie mentale, on trouve parmi les raisons avancées pour expliquer ce phénomène l'augmentation fulgurante du coût du logement, combinée à la diminution des revenus, à l'abus d'alcool ou à la consommation de drogue et à la désintégration de la famille américaine traditionnelle. Bien entendu, ces raisons sont valables, mais elles se fondent toutes sur des systèmes de valeurs. Après tout, il y a beaucoup de personnes qui ont survécu au ravage de l'alcool ou de la drogue, qui ont perdu leur maison, qui n'arrivent pas à payer leur loyer et qui n'ont jamais connu de milieu familial stable, sans pour autant devenir des sans-abri. Où est la différence ? Elle réside dans les croyances, les valeurs et la conscience de soi de chaque individu. En fait, les personnes qui vivent dans la rue se divisent en deux catégories. Celles qui se considèrent comme des sans-abri et celles qui se considèrent comme temporairement sans domicile. Ces dernières cherchent des solutions qui leur permettraient de réintégrer la société. Pour produire un changement à long terme dans la vie d'un sans-abri, il faut changer son identité. C'est le seul moyen de modifier son comportement en profondeur. Depuis 1984, je travaille avec des organisations d'aide aux sans-abri dans le South Bronx, à Brooklyn, à Hawaï et à San Diego. J'aide les sans-abri à sortir de leur situation et à offrir quelque chose à la société. Chaque année, les participants à mes programmes Certification and Life Mastery consacrent une soirée aux sans-abri afin de les aider à changer de vie. Dans certains cas, ces rencontres d'une heure donnent des résultats étonnants. Prenons l'exemple extraordinaire d'un jeune homme appelé TJ. Lorsque nous l'avons rencontré, il y a 2 ans, nous l'avons invité à dîner en lui demandant s'il voulait bien nous raconter son histoire. À cette époque, nous a-t-il dit, il était complètement défoncé. Il vivait dans la rue depuis 10 ans et consommait de la cocaïne, de la méthadone et des amphétamines. Après seulement 1 heure de discussion avec lui,
Les participants que j'avais formés dans mes séminaires ont pu l'aider à changer ses croyances et à élaborer des stratégies qui appuieront sa nouvelle identité. Aujourd'hui, TJ n'est plus un sans-abri, elle ne consomme plus de drogue. De plus, il apporte une contribution importante à la société. En effet, il est devenu pompier au Texas. De plus, TJ a souvent participé à notre programme au cours des 2 dernières années et nous a aidé à recruter des gens qui sont dans la situation où il était lui-même il n'y a que quelques années. J'ai découvert en interviewant des sans-abri qu'un grand nombre d'entre eux sont comme TJ. Ils consomment de la drogue ou de l'alcool, ou ils sont complètement démunis après avoir perdu leur logement. Les défis qu'ils ont à relever ne diffèrent pas beaucoup de ceux de la plupart des gens. Ce sont leurs neuroassociations qui les limitent. Leurs valeurs trop rigides excluent tout changement. Certaines de leurs règles les empêchent de progresser. Leur identité les emprisonne dans une situation qui les prive de pouvoir. Mais, comme la liberté semble être une valeur importante pour eux, ils sont heureux malgré la précarité de l'environnement dans lequel ils vivent. Après tout, ils n'ont pas à se plier aux règles de la société, ce qui leur évite beaucoup de stress. Ils ont construit un réseau d'amis et tirent une certaine fierté de leur capacité de survivre par leurs propres moyens. Ils estiment que leur mode de vie forme le caractère. Je connais même d'anciens sans-abri qui fréquentent toujours les refuges car ils s'identifient encore à leur personnalité de sans-abri. Grâce à notre amitié, nous pouvons tous, vous et moi, servir de lien entre la dure réalité que vivent les sans-abri et la responsabilité personnelle que chacun d'entre nous a envers la société. Nos actes sont motivés par un certain sens du devoir. Que se produirait-il si vous cultiviez l'amitié d'un sans-abri et lui offriez la chance de faire de nouvelles expériences, comme, par exemple, visiter une station thermale ou assister à une représentation théâtrale? En effet, les nouvelles références sont le fondement des nouvelles croyances et des nouvelles identités. N'oubliez pas que de petits efforts peuvent faire une grande différence.